This meeting is being recorded. Bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence Graffiti numérique, dessiner les murs sans les toucher, organisée par l'organisme Les Récollets Bâtisseurs et présentée par Louis-Robert Bouchard, directeur et créateur d'un dispositif qui permet de peindre sur les murs à travers de la lumière. Je vous présente tout d'abord l'équipe des Récollets Bâtisseurs, le président Boubacar Diallo qui est aujourd'hui avec nous, notre trésorière et administratrice Anne-Renée Boulanger, Thomas Zimmer, notre administrateur, et moi, Paola Casillas, directrice du département de communication et coordinatrice des conférences de l'organisme. Notre président va faire une brève présentation de l'organisme et on donnera la parole à notre conférencier. Je voudrais vous dire que chaque mois, on organise des conférences sur différents sujets, sur l'art, la musique, le cinéma, les festivals, l'entrepreneuriat, le leadership, et vous êtes invités à participer et à vous souscrire à notre newsletter pour être informés. Je vais vous laisser sur les commentaires les liens pour que vous puissiez être informés sur nos prochaines conférences. Merci pour votre présence et bonne chance. Allez, merci beaucoup, Paola. Et encore une fois, je me joins à toi pour adresser nos excuses à toutes ces personnes qui sont présentes pour le délai, le petit délai occasionné par les soucis techniques. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, les Récollets Bâtisseurs est un organisme à but non lucratif. Donc, on existe dans la ville de Québec sous cette dénomination depuis l'année 2016 et nous évoluons dans le domaine de l'entraide sociale, c'est-à-dire nous offrons des formations théoriques et pratiques à nos bénéficiaires qui viennent de qui ont différents backgrounds, mais souvent dans le domaine artistique, pour qu'ils puissent développer des compétences qui leur facilitent ou leur permettent d'intégrer le marché du travail ou le marché des affaires. Donc, tel que ma collègue Paola l'a rappelé, nous organisons souvent nos conférences les mardis de chaque mois. Donc, tant qu'on y est, nous avons 2 prochaines conférences auxquelles on vous invite également. Donc, le 31 mai, ça va être la conférence sur le Festival Québec de la bande dessinée avec Thomas Louis Côté. Donc, ça va être le 31 mai. Et ensuite, celle du 14 juin, les défis du street art et le leadership en tant que femme. Donc, cette conférence-là va être donnée par Marie Grou. Alors, aujourd'hui, on a l'honneur et l'agréable plaisir d'avoir avec nous Louis-Robert Bouchard pour la conférence sur le graffiti numérique. Monsieur Bouchard, encore une fois, je me joins aux collègues de Récollets Bâtisseurs pour vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Et donc, bonne conférence à tous et merci. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc, merci de m'avoir invité premièrement à toute l'équipe. Vous êtes dans mon salon, donc c'est mon salon de tous les jours. Première fois que je fais une conférence ici avec une caméra comme ça. La dernière fois que j'ai fait une conférence sur graffiti numérique, c'était au Palais Montcalm devant 750 personnes. C'était un petit peu plus stressant. Mettons qu'ici, c'est plus relax. Mais ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on m'a donné une bonne heure là, pour vous parler de ce projet-là, ce qui va me permettre vraiment là, de vous parler de la genèse, des différentes versions qu'il y a eu jusqu'à la version d'aujourd'hui. Fait que ça va être vraiment intéressant là, pour ce côté-là parce que j'ai vraiment plus de temps. Donc, moi, c'est Louis-Robert Bouchard, comme vous savez maintenant. Je suis directeur général de la compagnie Interférence Art et Technologie. Interférence, une compagnie que j'ai fondée dans le but de développer des projets qui mélangent les arts et la technologie. Donc, tout ce qui est, bref, soit en art vivant, soit en art visuel, soit en muséologie, soit en installation publique, tout ce qui est art qui mélange la technologie, c'est dans quoi ma compagnie se spécialise.
Depuis sa fondation en 2015, bon, on a fait quand même beaucoup de projets. On a beaucoup de projets en cours, on a beaucoup de projets développés. Là, depuis la pandémie, justement, là, on va plus vers le VR, vers la vidéo 360 aussi, les trucs numériques, les trucs en ligne. On a aussi fait des installations extérieures autres que le graffiti numérique. On a déjà fait un char allégorique pour le Carnaval de Québec. On fait de l'installation dans des musées. On fait de l'événementiel aussi. Bref, tout ce qui est un événement ou un projet artistique où on a de la technologie à intégrer, c'est là-dedans qu'Interférence se spécialise. Puis en étant un OBNL, on s'est aussi donné une mission qui est de démocratiser ce type d'œuvre-là, qui est peut-être un peu moins connu du public. Puis fait que c'est la mission qu'on s'est donnée à travers là, ces productions-là. Donc, Interférence, c'est ça, on s'est fondé le 7 octobre 2015. Pourquoi je parle de ça? C'est que des fois, dans la vie, il y a des trucs qu'on est là au bon moment. Dans le fond, en 2015, on s'est fondé, puis quelques temps après, à peu près à notre première réunion de CA, on est tombé sur cet appel-là de la Ville de Québec. Puis moi, ça faisait déjà quelques années que je réfléchissais à comment on pourrait faire un dispositif qui permet de dessiner sur les murs avec des projections vidéo, avec des techniques de mapping vidéo. Ça faisait plusieurs années que je pensais à ça. Puis ça faisait plusieurs années que je me disais que ce qui serait le fun, ce serait d'avoir une canette dans les mains quand on projette sur les murs, parce que quand on dessine sur les murs dans la vraie vie, ce qu'il ne faut pas, là, mais dans la vraie vie, quand les gens dessinent sur les murs, c'est avec des canettes. Donc, quand on a vu cet appel-là de la Ville, ben, il était vraiment fait sur mesure pour nous. Donc, comme vous voyez, l'appel d'offres fallait déposer le 13 novembre. La compagnie est née le 15 octobre. Fait que c'est vraiment là, quelques jours avant le dépôt là, qu'on a découvert ça. Fait que là, avec mon amie Madeleine Aubin, on s'est assis dans mon studio de l'époque, on a rédigé la demande de subvention et c'est à ce moment-là que j'ai développé le premier prototype de la canette que je vais vous montrer ici. Donc, la voici. Le premier prototype de la canette, c'est une batterie 9 volts avec une switch TP dessus puis une lumière. Donc, c'était assez rudimentaire, hein, mais il faut toujours une V1. Donc, à partir de ça, j'ai fait un petit logiciel assez rapidement qui m'a permis de faire une démonstration que je vais vous montrer ici. Fait que c'est la démo qu'on a présentée là, à la Ville de Québec là, pour la demande de subvention pour le projet de graffiti et tag virtuel. Donc, comme vous voyez, l'idée, c'était de développer un système qui permet de dessiner à main levée dans les airs, ce qui permet de pouvoir faire des dessins sur des murs distants. Parce qu'en mapping vidéo, en projection vidéo architecturale, les murs sont loin, les murs sont grands. Puis je voulais vraiment un effet très, très, très interactif, très réactif de quand on fait un mouvement, ça dessine, c'est loin, c'est grand. Fait que voilà là, la genèse de ce projet de graffiti numérique. Donc voilà. Ensuite, on a eu les sous pour ce projet-là. Est né le projet Encre Lumière, qui est un projet autant de développement numérique que de médiation culturelle, que d'événementiel et de patrimoine. Fait que c'était quand même un projet là, qui mélangeait beaucoup de choses ensemble. Donc, la première étape, ça a été le développement numérique de la version 1 de la canette. Parce que la version avec la batterie, on va l'appeler la version 0.1, mettons. Puis là, on est parti avec les sous que la Ville nous a donnés et on a développé la version 1 de la canette. Donc, voici quoi la large. Je l'ai ici aussi. Donc, c'était un peu moins rudimentaire. Donc, ça, c'est un cocktail shaker en aluminium qu'on a acheté sur Amazon à l'époque. Ça occasionnait quelques problèmes vu que c'était en métal. C'est pour ça qu'il a fallu que je fasse des trous dedans.
Là, sont un peu charcutées aussi, celles-là, parce que je me suis servi des pièces pour la deuxième version. Mais si on l'ouvre ici, on peut voir là, l'électronique à l'intérieur là, que j'ai tout soudé. Là, comme on voit sur les photos, j'ai tout soudé ça tout seul dans mon studio. Bref, comment ça fonctionne? C'est assez simple. C'est qu'on a une LED infrarouge ici qui est détectée par une caméra. Ça, c'est l'ancienne caméra qu'on utilisait. Donc, c'est une caméra de PlayStation que j'ai ouvert et que j'ai modifiée pour mettre un filtre. On met un filtre en arrière de la lentille qui ne détecte que cette lumière-là. Donc, ça permet de filtrer la pollution lumineuse tout autour. Puis, quand on appuie sur le bouton qu'il y avait là, mais que là, qui est sur les nouvelles canettes que je vais vous dévoiler plus tard, ben, ça envoyait un signal au logiciel de dessin qui disait au logiciel de dessin de dessiner. Fait que voilà, ça c'était la V1, donc ça c'était la caméra. La V1 est assez complexe et fragile. C'est pour ça qu'on a fait encre lumière avec, on a sorti un petit peu avec, mais j'étais souvent là en train de la réparer. Puis c'était assez complexe. Cette caméra-là était dans un petit ordinateur comme ça qu'il fallait ouvrir à part, qu'il fallait configurer à chaque fois les settings de la caméra, il fallait brancher ça sur un ordi. Bref, c'était relativement complexe, mais on a appris tout ça. Ça nous a permis de développer la version 2, qu'on va y revenir plus tard. Là, j'aimerais vous parler un peu plus du projet Encre Lumière. Donc, ça, c'est le développement de la première canette. Ensuite, il a fallu développer le logiciel. Donc, le logiciel, moi, je ne code pas. Donc, je l'ai développé avec un programmeur qui s'appelle Alexandre Kissy dans le langage de programmation Processing, qui est un langage spécialisé pour faire du graphique. Donc, c'est à travers ce langage-là qu'on a développé le premier logiciel de dessin en processing, qui est encore celui qu'on se sert aujourd'hui. On l'a amélioré un petit peu depuis, là, mais c'est encore le même logiciel de dessin qu'on utilise. Puis, sur l'image à gauche, on voit là, une interface que j'avais faite pour choisir les couleurs, que ce soit avec un écran touchscreen ou avec une souris. Là aussi, c'est un peu complexe cette idée-là parce qu'il fallait tout le temps avoir un ordinateur ou un touchscreen ou un iPad pour pouvoir changer les couleurs. Il fallait un ordinateur par canette de plus juste pour changer les couleurs. Fait que, ça restait assez lourd encore, mais ça marchait bien là, une fois que tout était branché. Pour pouvoir développer un système de graffiti numérique, ben, il me faut des graffeurs. Donc, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Nathalie Côté et avec Patrick Beaulieu, qui sont deux graffeurs de Québec, deux muralistes de Québec. C'est avec eux que j'ai réfléchi justement là, à la forme de la canette, le poids de la canette, le senseur de pression qu'il y a dessus. C'est avec eux que je les ai essayés. C'est avec eux qu'on a développé aussi les types de traits qu'on allait mettre dans le logiciel, parce que les types de traits dans le logiciel, je suis parti de vraies push de canettes qu'on voit ici. Je les ai scannés, j'ai fait des belles images avec, puis c'est ces images-là qui servent au logiciel pour dessiner. Donc, c'est avec ces deux artistes-là là, que j'ai tout développé cette partie-là. Donc, voici le premier dessin au monde fait avec le dispositif de graffiti numérique développé par Interférence. Donc, c'est un petit sketch là, fait par Patrick Beaulieu, mais rapidement, on s'est rendu compte que c'était possible de faire des beaux dessins, de faire des trucs artistiquement le fun, puis que les artistes puissent avoir du plaisir, que le grand public aussi puisse avoir du plaisir avec notre dispositif. Parce que c'était la V1, puis en quelques minutes, là, il est arrivé là, avec ce résultat-là. Donc, c'était très, très, très convaincant. Donc, ensuite, ben, c'était le temps de tester le dispositif avec le grand public. Donc, on a participé à l'événement, c'était la soirée F5, je crois, qui est organisée au Musée de la Civilisation en 2016. Et ils l'ont fait depuis. Mais moi, c'était l'édition 2016. C'est là la première fois qu'on a pu tester le dispositif avec le grand public. Donc, on a peut-être au moins une cinquantaine de personnes à peu près qui sont passées dessus. Ça marchait bien, les gens réagissaient bien, puis on s'est vraiment rendu compte que c'était un projet qui avait du potentiel, puis qui était super le fun, puis interactif.
pour tous les âges, autant comme sur la photo qu'on a là, les jeunes que les moins jeunes avaient beaucoup de plaisir avec cette canette. Donc, si on revient à Encre Lumière, je vous disais plutôt que Encre Lumière, c'était aussi un projet qui avait qui avait comme but de faire découvrir aux jeunes le patrimoine de la Ville de Québec. Fait que c'est en collaboration avec une école du Vieux-Québec, dont je ne me rappelle plus le nom, désolé. On a une dizaine de jeunes qui ont participé au projet. C'est autant les mêmes 10 jeunes. On a fait 4 ateliers de création. Puis chaque atelier de création était vraiment en lien avec différentes surfaces architecturales, patrimoniales de la Ville de Québec. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des règles par rapport au graffiti, que normalement, tout ce qui est patrimonial, on ne touche pas à ça, on ne fait pas de tag là-dessus, on ne fait pas de graffiti là-dessus. C'est une question de respect là, dans ce monde-là. Donc, voilà, ça, toute cette partie-là a été travaillée avec Dominique Gélina, qui est muséologue. Elle nous avait fait un beau dossier super complet là, de plein de buildings, puis de plein d'édifices patrimoniaux, puis pourquoi sont patrimoniaux. Puis ça, c'est des sketchs que Nathalie Côté a fait, puisque Nathalie Côté aussi, c'est elle qui a tout développé les ateliers qu'on a fait avec les 10 jeunes. Donc, c'est elle qui les animait, c'est elle qui les a développés. Ces petits sketchs-là étaient tous dans un petit sketchbook qu'on a donné à chaque jeune pour qu'ils puissent faire leur sketch puis préparer là, le projet de projection, une vidéo finale. Donc, fait que c'est ça. Fait que chaque atelier était divisé en 3. Première partie de chaque atelier, c'était du travail de table, dans le fond. Là. Fait qu'on sketchait en haut à droite, on voit Dominique là, qui parle de patrimoine. Ensuite, on voit le sketchbook en bas à gauche. Bref, c'était une série d'ateliers comme ça là, que les jeunes apprenaient c'était quoi le graffiti, apprenaient c'était quoi le tag, faisaient des sketchs, faisaient des exercices de création. Ensuite, on allait dehors. Pour de là le nom Encre et Lumière, c'est qu'il y avait une partie encre. Donc, on allait dehors pour pratiquer le geste, pratiquer nos lettrages, pratiquer ce qu'on avait vu, nos créations qu'on avait vues dans la partie à l'intérieur. Puis après la partie dehors, eh bien, on rentrait en dedans, puis on essayait de transposer ce qu'on avait vu en création avec la vraie canette dehors, avec la canette numérique. C'est vraiment un processus autant créatif que technique, que technologique, que numérique, informatif. Bref, c'était vraiment un super beau projet. Les jeunes y ont vraiment trippé. Au final, on a fait une projection, un spectacle de dessin numérique, de graffiti numérique sur le Grand Théâtre le 16 juin 2016. Le spectacle, ça a duré, je pense, quasiment 1 heure et demie. Je vais vous mettre une petite partie là, si je viens au centre à peu près. Ça, c'est un time-lapse accéléré beaucoup. Là. Mais on était sur le Grand Théâtre, on dessinait là, c'était super cool. Dans le fond, tous les dessins qu'on voit là, c'est des idées et des concepts qui ont été développés pendant les ateliers. Le dispositif permet que plusieurs dessinent en même temps, en fait. C'est que là, on a tout le temps 5 personnes, 4 jeunes et un artiste professionnel qui dessinent en même temps.
Sinon, pour faire la promotion de ce projet-là, on avait fait un genre de petit stunt. Ça peut montrer un peu la portabilité aussi de la chose, que ça peut se faire à peu près n'importe où. Fait que comme vous voyez, le projecteur se voit dans un char au coin d'une rue. Voilà, aussi simple que ça. Fait que c'est vraiment un dispositif. C'est vraiment un dispositif là, qui permet de travailler sur n'importe quelle surface, n'importe quel mur, à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment. Fait que c'est hyper flexible là, pour ça. Puis c'était vraiment important pour moi de développer une technologie aussi flexible pour justement l'accessibilité et la quantité de projets là, qui peut être faite avec ça. Ensuite, ça, c'est quand on est allé au Kick Festival à Namur. C'est là qu'on a vraiment testé le premier prototype. Je pense qu'en 2 jours, il doit y avoir 800 personnes qui l'ont essayé. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est là que j'ai vu aussi beaucoup les limites là, de ce premier prototype-là. Une chance que c'était un salon numérique là, de mes cœurs parce qu'il a fallu que j'aie emprunté le fer à souder de mon voisin 3-4 fois pour réparer les canettes là, qui dessoudaient à cause de la quantité de manipulation qu'on a eu là. Puis encore là, une fois, on voit la flexibilité, c'est que là, on est sur une télé en plein jour, puis ça marche très bien. Ça, c'est un autre projet que j'ai fait avec Patrick Beaulieu. C'est un peu pour montrer encore une fois la versatilité de tout ça. C'était pour le lancement d'une voiture Hyundai d'un concessionnaire à Beauport. Il trouvait le projet le fun là, de venir faire une murale qui a rapport avec la voiture qui est lancée sur les murs du garage. Donc, ici, ça, c'est le dernier événement de graffiti numérique avant la pandémie. Donc, c'était à la SAT en février 2020 pour la Nuit Blanche. Donc là, ce qu'on a fait là, on a testé quelque chose de plus encore. C'est que la SAT, eux, ils développent un système qui s'appelle Scénic, qui permet d'interconnecter plusieurs lieux en temps réel pour faire des performances en temps réel. C'est sûr que les 2 lieux qu'on a connectés, c'est juste le rez-de-chaussée et le 2e étage, mais c'était l'idée de faire une preuve de concept que les gens en bas et les gens en haut dessinent sur le même mur, mais ne sont pas à la même place. Éventuellement, ce serait de faire ce projet-là. Mettons, on est une gang à Québec, une gang à Montréal, sur un mur qui se ressemble. Puis les dessins de chaque côté, c'est exactement les mêmes. Là, puis les gens peuvent interagir entre eux en dessinant sur le même mur dans des lieux éloignés géographiquement. Fait que voilà. Ensuite, ça, c'est d'autres exemples de dessins là, qui ont été faits là, dans différents projets. Ça, c'est juste des captures d'écran parce que vu que c'est numérique, ben, c'est super simple justement de faire des captures d'écran puis de garder les dessins qu'on aime. Voilà. Ensuite, on arrive, 23 minutes, c'est bon. On arrive à la nouvelle version. Donc, ça, c'est l'ancienne version à gauche. Ça, à droite, c'est un premier début de réflexion sur comment la nouvelle version pourrait être. Comme on voit, là, il y a un tube d'acrylique avec un embout peut-être mieux travaillé. C'est quelque chose de plus custom. Mais en réfléchissant à la version 2, depuis ce dessin-là, il s'était écoulé un peu de temps, puis il y a toutes les imprimantes 3D maintenant qui sont super accessibles. Fait que je suis plus allé vers une réflexion de pouvoir imprimer les canettes. Parce que dans ce cas-là, j'ai mon imprimante 3D ici maintenant, puis c'est super facile, c'est relativement rapide de dire OK, je veux une canette de plus, ben je l'imprime, je soude tout ce qu'il y a dedans, puis c'est vraiment plus facile à réaliser. Oui, c'est ça, comme on voit là à gauche, là, mon imprimante 3D en train d'imprimer une canette. Sinon, il y a tout l'aspect électronique aussi que j'ai repensé. Donc, à gauche, ici, on a la nouvelle caméra qui sert là, à capter la laine infrarouge. Pourquoi je suis allé vers cette caméra-là? Ben, comme je vous expliquais tantôt, l'ancienne version, ça prenait un ordinateur, il y avait un logiciel là-dessus qu'il fallait démarrer, il fallait la plugger dessus, il fallait aller dans des configurations, puis c'était assez complexe, puis c'était en 2 morceaux. Mais ce qui est le fun avec cette caméra-là, c'est que le programme est dessus.
Fait que dans le fond, c'est juste cette caméra-là. J'ai fait le programme est dessus. Puis voilà, on n'a pas à se casser la tête plus que ça. On la met à on, elle se connecte, ça fonctionne. À droite, ça, c'est le cœur de la canette. C'est sûr que pour l'instant, la canette, tout ce qu'elle a, c'est un bouton qui sent la pression du doigt pour décider de l'opacité du trait. Pourquoi j'ai décidé de mettre un truc plus complexe dedans, c'est que ce chip-là, cet appareil-là a aussi des senseurs qui permettent de savoir l'orientation de la canette dans l'espace. Donc, c'est dans une réflexion de développement futur que j'ai ça. Si jamais, un moment donné, j'ai des sous, j'ai les moyens de développer le logiciel plus loin, ben, que l'angle qu'on donne à la canette fasse que le trait change sur le mur, ça pourrait être super intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça dedans. Donc, ici, on revient avec la photo de l'impression 3D. À droite, c'est mon établi d'électronique qui avait vu aussi naître la V1 et qui voit maintenant et qui a vu maintenant naître la V2. Donc, encore une fois, ici, on a toutes les caméras là, en train d'être shootées, en train d'être assemblées. Si je vais à l'autre d'après. Ah oui, je l'ai fait deux. Ah, OK. Fait en haut, on a les canettes en train d'être assemblées, puis en bas, on a les caméras en train d'être assemblées là, à la main, une par une. Ensuite, je vous ai parlé plutôt de l'ancienne façon de changer les couleurs. Il fallait un ordi de plus, un touchscreen, c'était pas super à l'extérieur. Bref, j'ai désigné une console. Une console qui est weatherproof, voyons, qui est voyons, weatherproof en français, là, contre les intempéries, bref. Puis là, fait que là, avec cette console-là, bon, on a un choix de 12 couleurs, on a un choix de 3 types de traits, puis on a un choix de grosseur du trait. C'est simple, c'est relativement beaucoup de couleurs, assez de traits, pas trop gros, pas trop petit. Je trouvais là, que ça faisait bien. Puis on l'a testé beaucoup l'été passé. Ça marche super bien. Là, puis, voilà. Fait que voilà. Voilà de quoi on l'air la canette V2. J'en ai ici. Donc voilà, fait qu'on a ici la LED infrarouge, c'est tout imprimé en 3D. Je les ai faites transparentes parce que je trouvais ça cool là, pour les gens de voir comment c'est fait à l'intérieur. Puis ça me faisait me rappeler les téléphones transparents qu'on avait quand on était jeune. Fait que voilà. Une autre particularité qu'il y a dessus aussi, c'est que ça, c'est le bouton qu'il y avait aussi sur les anciennes canettes. C'est le bouton que plus on presse dessus, plus le trait est opaque. Fait que ça permet pour un artiste professionnel d'avoir plus de flexibilité. Sauf ce qu'on s'est rendu compte avec ces boutons-là, c'est que les jeunes n'étaient pas capables de peser dessus. Les enfants trop jeunes avaient beaucoup de misère à dessiner avec ça. Fait qu'on a développé un système que le bouton, il se dévisse. Ensuite, le bouton s'enlève. Et je peux changer le bouton par un bouton que je revisse. Aussi simple que ça. Puis là, c'est un bouton juste on-off. Fait qu'il n'y a pas de pression dessus, mais c'est vraiment plus facile pour les enfants d'appuyer dessus là, et de dessiner. Là. Fait que ça a réglé beaucoup de problèmes faire ça aussi. Donc, je vais remettre l'autre bouton. Je vous avoue qu'il y a encore des petits problèmes avec ce dispositif-là. Fait que je ne remettrai pas l'autre bouton. Je vais faire la démo avec ce bouton-là tantôt. Donc, ensuite, on a la fameuse caméra qui est ici. Donc, encore une fois, un boîtier 3D. Si on regarde dedans, on a la batterie, on a la caméra, on a le chargeur. Tout est intégré là, dans la même boîte. Puis, ça permet, si je la mets à on, oh, non, faut pas en mettre en dessous.
Fait que voilà. Ensuite, ben, on a la photo de notre console que j'ai ici. Donc, la voici, la voilà. Elle existe pour vrai. Oui, fait que là, ça serait le moment où je fais une démonstration. Donc, voilà. Fait que si j'ai un ordinateur de brancher avec le logiciel en processing, là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ici, comme on voit, c'est assez compliqué. Fait que si on ici, c'était une efface, on avait fait un test d'efface à un moment donné, ça ne marchait pas bien. Je l'ai enlevé. Puis de toute façon, l'idée de l'efface, je ne l'aimais pas beaucoup. Parce que quand on dessine avec une vraie canette, on n'a pas d'efface. Fait que je trouvais plus intéressant quand on dessine avec une canette numérique, ben, si tu veux effacer, tu dessines une autre couleur par-dessus ton dessin. Ici, c'est tout ce qui gère là, justement là, les images de brosses qu'on a vu tantôt. Ici, on avait un système de layer avant, un peu comme dans Photoshop. On s'est vite rendu compte que c'était plus mêlant qu'autre chose. Fait que ce truc-là ne marche plus non plus. À cette heure, tout le monde dessine sur le même layer. Donc, si moi je dessine quelque chose, la personne d'à côté, ça dessine quelque chose, ça dessine par-dessus. Et ainsi de suite. L'autre personne dessine, ça dessine tout le temps par-dessus, ce qui est plus réaliste. Ce qui peut amener plus de chicane aussi quand il y a des jeunes, là, mais c'est ce qui permet ça nous amène à parler de partage de murs, partage d'espace avec les jeunes. Fait qu'il y a un petit aspect médiation culturelle, là, pas inintéressant là-dedans de toute façon. Mais tu as tout le temps un jeune ou deux là, dans une soirée de graffiti numérique qui va se mettre à 2 pouces de la caméra puis qui va faire des barbeaux pendant 20 minutes. Mais l'idée, c'est d'aller les voir et de leur dire de ne pas faire ça et de laisser de la place aux autres. Donc, voilà pour ça. Donc, si je fais play, si j'ouvre cette caméra, ensuite j'ouvre la console et j'ouvre la canette. Donc, bleu connecté, vert connecté, blanc connecté. Fait que normalement, si je bouge devant la caméra, comme on voit mon curseur, on voit bien. Je suis peut-être un peu devant. Voilà. Je vais me passer un peu. Voilà. Là, on voit. Oui, on voit. Donc, ce qui est important, puis ce qui mélange beaucoup les gens, qui est assez difficile avec ça, c'est qu'il faut tout le temps que la LED infrarouge qui est sur ma caméra, qui est sur ma canette, soit pointée vers la caméra. Mais ce que les gens ont tendance à faire, c'est qu'ils veulent dessiner en haut à gauche, ils vont pointer en haut à gauche comme ça, en haut à droite comme ça, puis ils vont se demander pourquoi ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'imaginer que le mur est devant nous en plus petit. Il faut vraiment y aller avec la lumière tout le temps face à la caméra, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, ici, j'ai ma grosseur de trait, comme on voit. Je peux choisir un rouge avec ce type de trait-là. Si j'appuie sur le bouton, ben, ça me permet de faire du graffiti numérique. Finalement, là, normalement, c'est à ce moment-là que les gens applaudissent, mais on est en ligne, c'est plus difficile. Et voilà comment ça fonctionne. Fait que c'est ça. Fait que cette version 2-là, comme vous pouvez voir, est beaucoup plus robuste, est beaucoup plus facile à refaire, est beaucoup plus belle, est beaucoup, je veux dire, il y a encore des petits détails là, à peaufiner, là, mais je ne serais pas gêné je ne serais pas inquiet
d'envoyer un technicien ou quelqu'un d'autre que moi là, pour opérer cette canette-là, contrairement à l'autre qu'il fallait absolument que ce soit moi. Sinon, j'ai quand même fait une petite interface iPad qui, moi, me permet de tout effacer si jamais on veut tout effacer. Sur la console, j'ai mis un bouton, il n'était pas sur le plan initial, là, mais j'ai rajouté un bouton ici finalement pour effacer, mais j'aurais pas dû. Parce que finalement, je le désactive tout le temps. Sinon, les gens sont tout le temps en train d'effacer. Fait que, je le désactive. Si je refais des consoles, à un moment donné, il n'y aura pas de bouton effacé dessus. Parce que c'est en gros la réception de ce projet-là. Je pourrais peut-être parler un peu de ça. Les jeunes trippent beaucoup. Les ados, c'est mitigé. Souvent, ils trouvent ça quétaine ou ils passent tout droit et sont avec le gang puis c'est pas assez cool pour eux autres. Mais une fois de temps en temps, il y a une gang d'ados, surtout des ados qui trippent art, qui ont une pratique artistique déjà. Eux ont plus d'intérêt à ça puis ils restent plus longtemps. Sinon, les adultes qui ne viennent pas en famille, ils ont du fun aussi. Dès que c'est des familles, on dirait que les parents ont peur de montrer leurs skills de dessin à leurs enfants, fait qu'ils laissent plus les enfants jouer. Fait que c'est à peu près ça, là, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps avec ce projet-là. Là. Fait que les jeunes trippent, les adultes trippent s'ils n'ont pas d'enfants, puis les ados, ben, c'est moitié-moitié, dépendamment du type d'ado. Donc, ça, c'est le projet qu'on a fait l'été passé. Donc, c'est ça. C'est grâce à ce projet-là là, que j'ai pu faire la nouvelle version. On a investi, c'est la ville qui nous a mandaté pour investir 8 lieux de la ville de Québec, 8 murs différents, 8 fins de semaine, 16 soirs. Donc, ici, on voit le Moulin des Jésuites, la chapelle. En bas à gauche, on ne distingue pas bien, mais c'est l'église Saint-Jean-Baptiste. On a fait différentes écoles, différentes églises. À chaque soir, j'avais un artiste professionnel qui venait dessiner avec les gens. Bref, c'est un projet super le fun qui m'a vraiment permis de faire la version 2, de tester la version 2. En 16 soirs, avec tous les gens qui sont passés, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais rien qui a brisé. Fait que ça m'a vraiment là, confirmé là, qu'on était sur la bonne voie avec ça. Fait que c'est cela. Sinon, ça, c'est le schéma technique du dispositif pour ceux qui sont plus techniques parmi vous, je ne sais pas, mais ça montre, dans le fond, j'ai tout le temps 2 ordinateurs. J'ai un backup, un main au cas où que le main brise, mais en gros, c'est juste un ordinateur. Ensuite, toutes les canettes, le iPad, puis toutes les consoles sont branchées. Je suis là, puis je pointe mon écran, excusez. Toutes les canettes, toutes les consoles se connectent via Wi-Fi, tout simplement, sur un routeur. Puis tout ça parle ensemble, puis ça se connecte automatiquement. J'ai 5 canettes, mais si j'avais 10 canettes, on pourrait dessiner 10 en même temps, sauf que on s'est vite rendu compte qu'il y a un nombre maximum qui peut dessiner en même temps, dépendamment de la grandeur du mur. Plus le mur est petit, moins on peut mettre de monde. Si on revient au projet d'avant, la seule place où j'ai mis les 5 canettes, c'est le mur de la chapelle, qui est en haut à droite, parce que c'était notre mur, c'était vraiment le mur le plus long. Puis c'était le seul là, vraiment là, qui était assez long pour les 5. Sinon, les autres, ça variait entre 2, 3, 4. Puisque tout de suite, tu sais, comme le mur du Moulin des Jésuites, il était petit un peu. Là, on était 3. Puis c'est un des murs qui a eu le plus de chicanes. Il aurait fallu qu'on soit juste 2. Donc, présentement, on est en train de, pas présentement, l'année passée, puis encore aujourd'hui, on est en train de tout repenser le branding du graffiti numérique aussi. Donc, graffitinumérique.ca, dans le fond, j'ai sorti le graffiti numérique du site web d'Interférence pour faire son site web à lui, pour en faire un projet plus autonome.
Donc, j'ai travaillé là, le design graphique avec Simon Giguère, puis je suis en train de travailler toute l'approche là, de vente puis de promotion de ce projet-là avec Paula. Donc, c'est quelque chose là, qu'on voudrait éventuellement, parce que là, le dispositif étant prêt à sortir à peu près n'importe où dans le monde, ben, ce serait de voir si c'est possible, justement, là, s'il y a un marché pour ça, s'il y a des festivals qui sont intéressés à avoir ça un peu partout, si les budgets sont là, si l'envie est là, bref, c'est là-dessus qu'on travaille cette année. Ça, c'est mes amis sculpteurs de Sainte-Rose-du-Nord. Pourquoi ils sont là? C'est parce que ça fait 2 hivers qu'on repousse ce projet-là à cause de la pandémie, mais comme ça va là, je pense que l'hiver prochain, c'est le bon. C'est que ça fait longtemps aussi que je veux faire des projets de mapping vidéo sur des sculptures de neige. Donc, j'ai eu des sous de la ville, encore une fois, là, il y a 2 ans. Là. Merci infiniment à l'entente de développement culturel. Là. Il y a vraiment beaucoup les organismes à Québec. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai eu des sous pour faire ce projet-là. Il y a une partie de ces sous-là aussi qui me servait à développer la nouvelle version parce que tout ce que j'ai développé ici fonctionne à -20 dehors. Donc, ça, c'est important aussi. Là, on est au Québec, puis je veux dire, il y a plein d'autres places nordiques là, qui pourraient être intéressantes de proposer ce projet-là. Puis moi, tout ce qui est installation extérieure, que ce soit été, automne, hiver, c'est quelque chose de super important là, pour moi de développer cette expertise-là parce qu'on aime ça de l'événementiel à l'année, on aime ça de l'interactivité, on aime ça du ludique, même quand il fait -20. Donc, puis la première fois que j'ai testé le dispositif dehors, justement, là, pour voir si tout marchait bien, puis ça marchait vraiment à -25, il faisait vraiment froid. C'est les enfants d'une de mes les enfants du chum d'une de mes amies qui sont venus ici. On a projeté sur mon garage, puis on a fait du graffiti numérique à -25 dehors pendant une demi-heure, 1 heure de temps. Puis c'était super le fun. Ça n'a jamais planté, ça a super bien marché. Bref, c'est bon pour l'hiver. Fait que là, l'idée, ça va être, on va investir un parc de la Ville de Québec. On va faire une sculpture de neige. Puis pendant une semaine de temps, tous les soirs, les gens vont pouvoir venir colorier cette sculpture de neige-là. Fait que ça va être un peu comme un livre à colorier en 3D en neige avec du graffiti numérique. En tout cas, un gros mélange de plein de choses. Bref, je suis assez confiant. Puis un des plus gros défis que je me suis rendu compte pour ce projet-là, c'est le fameux bloc de neige. C'est que le premier hiver, j'avais eu une entente avec le Carnaval de Québec qui me fournissent les blocs de neige. Mais là, l'hiver passé, ils ne pouvaient plus me fournir. Fait qu'il a fallu que je trouve comment faire mes blocs de neige moi-même. C'est ça, il y a, ma gang à Sainte-Rose-du-Nord sont capables de faire des blocs, mais c'est de trouver la neige. Fait qu'à force de réfléchir, de questionner les gens du milieu, de voir un peu là, comment on peut trouver la neige, différentes solutions, comment on peut faire ça, ben, on a trouvé une solution assez simple. Fait que l'hiver prochain, pour ce projet-là, c'est l'hôtel de glace qui va nous fournir la neige qu'on a besoin. Eux, ils ont plein de canons à neige là, quand ils font l'hôtel de glace, puis ils ont plein de neige de trop. Fait qu'on va envoyer des camions et des souffleuses aller chercher la neige, l'amener dans le parc où on va faire la sculpture. Puis mon ami Martin, ben, lui, il a son coffrage, il va coffrer ça. Puis 2 jours plus tard, ils vont faire la sculpture. Puis 2 jours plus tard, on va projeter dessus. Voilà. Fait que ça, c'est un des projets qui s'en vient aussi. Sinon, si vous voulez plus d'informations, ben, j'ai fait un TED. J'ai fait un TED, comme je vous parlais tantôt. La première fois que j'ai parlé de ce projet-là, c'était devant 750 personnes au Palais Montcalm. C'était la plus longue journée de ma vie, je crois. Parce qu'un TED, c'est pas comme ben, tu sais, là, je suis chez vous, on parle des affaires, je montre les trucs, c'est super. Mais là, un TED, c'est un 12 minutes chronométré, appris par cœur, devant une salle pleine. Bref, vous pouvez aller voir ça. Je n'ai pas réussi à le regarder au complet personnellement. Là, je voulais vous parler d'autre chose que je n'ai pas eu le temps de mettre les diapos. C'était quoi déjà? Mais sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Ça va sûrement m'en revenir.
Oui, moi, j'ai quelque chose à dire. Oui. Pour faire, parce que je trouve ça vraiment super. Puis moi, je viens de Percé, en Gaspésie. Oui. Puis il y a un festival d'art et de cinéma là-bas. Mettons, si tu faisais un stunt, tu pourrais-tu dessiner sur le rocher percé? Oui, mais c'est ça. Oui, c'est exactement de ça que je voulais vous parler. L'aspect technique, l'aspect conception vidéo en arrière de tout ça. Hey, Fait que prenons par exemple le rocher percé. Fait c'est ça. Ben, en projection vidéo, il y a tout le temps, il y a quelques facteurs qu'il faut considérer. Il n'y en a pas tant que ça. Puis c'est beaucoup ta surface de projection qui va décider du coût de ton projet. Parce que moi, tu sais, la canette, je la loue à un prix relativement fixe, là, dépendamment du projet. Moi, je me paye un prix horaire relativement fixe aussi. Ce qui fait vraiment la différence du coût d'un projet, c'est ta surface de projection, intérieure, extérieure, ou puis la grandeur de la surface. Si on prend le rocher percé, mettons, c'est à quelle dimension, ça, le rocher percé? Parce que je commence tout le temps par regarder la dimension du mur. c'est vraiment gros, mais je sais pas. C'est mon frère puis ma soeur qui faisaient les excursions au rocher. Rocher percé. Élévation à 88 mètres. Dimension. Fait que là, je fais le rocher percé, mais peu importe c'est quoi le mur, je vais faire exactement ce que je suis en train de faire là. La première affaire, c'est de savoir sa grandeur. Fait que c'est à 450 mètres par 85 mètres. Moi, je marche en pied. Fait que mettons qu'on veut le faire au complet. Mettons. Fait que c'est à 1476 pieds. C'est ça. Si on prend par exemple le Grand Théâtre qui a 160 pieds, ça c'est à peu près 10 fois plus. Ouais. Fait que si on veut faire le rocher percé au complet, ça doit être plus long que la Bungie. Ça serait la plus grande projection vidéo au monde. Là. Il faudrait peut-être 5-10 millions. Là. Mais qu'est-ce qui fait augmenter les coûts dans la. C'est beaucoup les projecteurs vidéo. Pour faire de la projection vidéo architecturale à l'extérieur, moi, je vais vers des 20 000 lumens ou des 30 000 lumens, mettons. Tous les murs que j'ai faits l'été passé, c'était des 20 000 puis des 30 000 lumens. Puis ça, pour le projet, c'est combien par fin de semaine? Je ne sais plus, mais pour le projet au complet de 8 fins de semaine, je pense que c'était 35 000. OK. 35 000 divisé par 8. Fait que c'est un bon 5 000 par fin de semaine là, en moyenne pour avoir un ou deux 30K, un ou deux 20K, incluant le kit de son, incluant tout ça. Là, mais c'est entre 4 et 6 000, mettons, là, par fin de semaine pour un mur. Comme exemple, au Grand Théâtre, qui est le plus gros mur que j'ai fait à date, on avait 6 projecteurs 20K. C'était à une époque où on avait encore accès aux vieux projecteurs vidéo du Moulin Image là, à Québec. Fait que on avait sauvé cette location-là parce que sans ça, on ne pouvait pas le faire. À l'époque, louer 6-20K pour une fin de semaine, c'est plus dans les 10-12 000 là, que ça coûte là, pour un mur de 120 pieds par cette hauteur-là. Mais l'été passé, j'en louais un ou deux maximum pour faire les murs. Fait que c'est ça, là, ça revenait entre 4 et 6 000 là, la fin de semaine, juste en projection vidéo. Sinon, quand c'est à l'extérieur, c'est la sécurité. La sécurité, ça coûte, dès qu'il n'y a personne sur le site, idéalement, tu veux de la sécurité pour checker tes ordinateurs, checker ta régie, checker tes projecteurs, checker tes kits de son, s'assurer qu'il n'y a pas de bris, qu'il n'y a pas de vandalisme, qu'il n'y a pas de vol. Puis ça, la sécurité, c'est 35-40$ de l'heure. Ça, c'est extrêmement cher aussi. Puis l'autre truc qui fait que ça monte vite, c'est l'échafaudage. Il faut que tu les mettes à quelque part ces projecteurs-là. Moi, souvent, ce que je fais, c'est des échafauds de 10 par 10.
avec un plateau 10 par 5 puis un autre plateau 10 par 5. Fait que ça fait que c'est facile de les monter à bras. Si je veux plus haut encore, ben, je peux encore le monter de 4 pieds. Puis là, à 2 gars, là, c'est facile de les monter jusqu'en haut. Pas besoin de nacelle, pas besoin de lift, rien. J'ai déjà vu du monde qui montait ça au lift, là, puis je trouvais ça un peu casse-cou. Fait que moi, j'ai comme développé une technique là, que je mets un palier à chaque 4 pieds, puis on peut monter ça à 2 gars, puis ça marche super bien, même les plus gros projecteurs. Fait que c'est pas mal les 3 gros éléments. C'est la projection vidéo, la sécurité, puis l'échafaudage. Puis pour décider là, de son projet sur le rocher percé, ben écoute, il m'en faut 10 fois plus. Fait que ça serait une soixantaine de 30 cas minimum. Le moulin à image, j'en avais 42, je pense. Fait qu'on battrait le record. Fait que moi, je suis game, là. Je veux dire, le rocher percé, c'est de voir aussi où on met les projecteurs. Il y a quand même une limite de la distance à laquelle on peut les mettre. Il y a l'eau. Ouais, Fait t'es qu'il dans faudrait l'eau. les mettre sur la plage. Puis il y en a, tu sais, plus on projette loin, plus il faudrait une lentille long throw. Mais tu sais, est-ce qu'il y a des lentilles assez long throw pour de la plage aller jusqu'au bout? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il faudrait se faire une structure dans l'eau? En tout cas, bref. Faudrait convaincre On parle d'un Madame. gros projet, là. C'est ça, parce que l'autre truc qu'il faut réfléchir, c'est parce que dépendamment de la couleur du mur et de la luminosité ambiante aussi, c'est de quoi qu'il faut penser quand on fait notre conception là, de projection. Mais ce qui est le fun avec le projet de l'été passé, c'est que j'avais 8 murs pour faire des tests justement de puissance, de distance puis de grandeur de mur, notamment c'est la bibliothèque Félix Leclerc qu'on a projeté. On a fait du graffiti numérique carrément sur un mur noir. Ça marchait très bien. Là. On a juste fait une plus petite projection un peu avec un projecteur plus fort. Ça ressortait super bien quand même là, sur du noir, même que ça donne une texture super le fun sur le noir, parce que ça fait vraiment un contraste là, vraiment profond dans le dessin, parce que les noirs sont vraiment noirs. Fait que bref, c'est ça, tout est possible, là, de la TV 32 pouces jusqu'au rocher percé, mon dispositif, ça se peut. La grosse contrainte, c'est vraiment le budget tout le temps. Fait que, parce que faire du graffiti numérique, ça a Bungie, ça se pourrait aussi, là, comme le moulin image en fait. Il pourrait avoir des canettes tout le long de la Bungie, là, tout le long de la côte là, en face, puis là, les gens dessinent ensemble. Ça serait super cool, mais tu sais, on prend pour le budget du moulin image, c'était quoi? C'était 4-5 millions, je pense. Fait que graffiti numérique, où on sauve des frais au graffiti numérique, c'est qu'il n'y a pas de montage vidéo en tant que tel à faire, il n'y a pas de création vidéo à faire, c'est le dispositif qu'on amène. Moi, ce qui peut varier dans mes soumissions, ce que j'offre souvent, c'est d'avoir un artiste professionnel qui vient. Si l'artiste professionnel arrive et improvise, ben, ce n'est pas le même prix que si on demande à l'artiste de préparer quelque chose avant de venir. Si on fait des ateliers, tu sais, comme Encre et Lumière, une série d'ateliers avec des jeunes sur plusieurs semaines, ça, c'est quand même des gros coûts. Là. Ça monte assez vite là, à vouloir des projets comme ça. Mais c'est sûr qu'Interférence étant un OBNL, on est toujours ouvert là, à voir là, si nous, on peut déposer pour aller chercher des subventions là, en appui à vos projets, whatever. Là. Mais en gros, c'est ça. Là. C'était une super bonne question. C'est exactement de ça que je voulais vous parler. Tout l'aspect conception vidéo, puis tout l'aspect budgétaire là, de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madeleine avait un commentaire. Madeleine, est-ce que vous vouliez dire quelque chose? J'avais ajouté qu'il faudrait le faire approuver par la mairesse de Percé au point de vue budget. Je me rendre compte que j'étais dans le noir. En fait, je me demandais aussi, est-ce qu'il y a déjà des artistes professionnels qui en ont fait? Oui, ben c'est ça. Ben, j'ai Patrick Beaulieu, Nathalie Côté, qui sont les deux qui en ont fait le plus. Sinon, cet été, j'ai Cyrielle Tremblay qui est venu, j'ai Patrick Fortin qui est venu, j'ai Nathalie Côté est venue.
Sinon, qui d'autres qui sont venus? En tout cas, j'en ai 5-6 qui sont venus. Là. William, je ne sais plus qui est venu aussi. Bref, tu sais, c'est ce qui était intéressant du projet de l'été passé aussi, c'est que ça m'a permis de commencer à avoir une espèce de bassin d'artistes professionnels là, qui ont déjà touché au. Ah oui, ben, la photo qu'on voit là, c'est Simon Giguère aussi qui est venu essayer le dispositif. Donc, c'était ça l'idée parce que pas la majorité des autres, les gros projets que je vous ai parlé là, je vais souvent dans des bibliothèques, dans des petits événements ou dans des trucs, là, juste un 4 heures l'après-midi, là, que je vais tout seul avec 2 canettes. Puis que c'est ça. Là. La majorité des gens qui me contactent pour l'instant, c'est des petits budgets parce que la seule place où je fais de la promotion pour l'instant, c'est dans le catalogue d'activités numériques de culture pour tous, qui est vraiment plus là, un catalogue de médiation culturelle pour les écoles et les bibliothèques. Mais là, c'est ça. Là, avec Paula, on est en train de réfléchir là, comment on peut amener ça un step-up pour qu'il y ait plus d'artistes professionnels, justement, qui puissent s'en servir, puis qui puissent développer là, quel genre d'œuvre, parce que ce qu'il faut noter aussi avec ça, c'est que c'est un nouveau médium. Dans le fond, c'est pas une tablette graphique, c'est pas une vraie canette, je veux dire, c'est une nouvelle façon de faire de l'art, c'est une nouvelle façon de dessiner. Fait que c'est super important pour nous qu'il y ait un bassin d'artistes éventuellement là, qui puissent mettre la main là-dessus. Voilà. Moi, j'ai une question. Oui. Honnêtement, je trouve ça très intéressant. Je ne le savais pas que ça existait, qu'on pouvait dessiner un mur sans le toucher. C'est vraiment intéressant. Puis, je voulais savoir, comme, si je comprends bien, c'est vraiment un produit de l'innovation. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant. C'est toi-même qui l'as développé. Ouais. Est-ce que tu t'es renseigné, admettons, au niveau de l'international? Je sais que peut-être au Québec, Canada, ça n'existe pas, mais au niveau de l'international, est-ce que tu t'es renseigné si des produits similaires ou peut-être proches existent et peut-être des opportunités de partenariat pour au moins essayer de vendre ton image à l'international? Ben, régulièrement, dans le temps du développement, oui, on a souvent, là, j'ai souvent regardé, puis avec Paula aussi récemment, on a fait une veille avec une stagiaire que j'avais engagée l'année dernière. Elle aussi, elle avait fait une veille pour ce projet-là pour voir justement qu'est-ce qui se fait. Ce qu'on a trouvé, ce qui se fait beaucoup, c'est des systèmes de graffiti qui viennent avec leur écran. Fait que la compagnie arrive, elle installe un grand écran, puis on dessine sur l'écran à la même distance qu'un vrai mur. Fait que ça, c'est ce que j'ai vu qui existait beaucoup. Donc, oui, c'est plus réaliste, mais c'est beaucoup moins versatile. Mon approche avec le mapping vidéo, avec la projection architecturale, l'approche de dessiner dans les airs, honnêtement, j'en ai pas vu ou peu. J'ai vu quelques trucs plus expérimentaux d'un projet qui s'appelle Graffiti Research Lab, qui est plus actif depuis 2009, je pense. En tout cas, ça fait vraiment longtemps que c'est plus actif. Puis eux fait quelques tests avec des pointeurs laser, une caméra qui traquait le pointeur laser, puis ça dessinait à la même place que le pointeur laser. Mais vraiment de quoi d'aussi flexible, puis qui permet de dessiner dans les airs sur un mur distant, j'ai absolument rien vu pour l'instant. Puis c'est ça, puis cet aspect-là là, qu'on peut s'installer n'importe où puis que ça marche, que j'ai pas de gros écrans installés, que j'ai pas de système de trop complexe puis trop encombrant. C'est-à-dire, moi, un kit de canettes, là, ça rentre dans un coffre de Civic. Fait que c'est vraiment portable, là, puis ça peut s'installer partout facilement. C'est sûr, si on veut faire le rocher percé, ça, c'est une autre histoire, mais pour faire un petit mur au coin d'une rue ou dans une bibliothèque, je loue jamais rien. Là, je prends tout le temps ma voiture. Là, je loue jamais de cube ou de quoi du genre. Fait que, puis pour ce qui est des partenariats, ben, c'est dans la liste des trucs qu'on va checker dans les prochains mois. Parce que je reste, Interférence, ça reste quand même encore une compagnie où je suis relativement seul.
je commence à avoir des collaborateurs par-ci par-là, là, puisque je commence à avoir des sous là, pour payer des gens pour m'aider. Fait que c'est quand même, tu sais, puis j'ai une pratique artistique personnelle aussi, là, puis je fais de la conception vidéo, théâtre, en danse. Fait que bref, tout ça ensemble, ça fait que je ne mets pas tant de temps que ça sur le graffiti numérique, mais tranquillement, là, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets en même temps, puis qui les avance tout le temps un peu tranquillement. Puis là, cette année, là, on devrait avancer justement, là, avoir une réflexion plus sur justement, comme je disais tantôt, là, sur l'aspect marketing, partenariat, puis développement. Puis si vous avez souvent une question qu'on me pose, c'est si je veux vendre le produit un jour, je réponds non. Parce que développer un produit vendable que les gens peuvent acheter, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et dispendieux à faire, puis c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'offrir le service, puis d'offrir tout ce qui vient avec, la conception, l'événementiel, la médiation culturelle, l'artiste, le party, bref. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'offrir le service, d'amener tout, puis de vous proposer une activité de graffiti numérique. Je n'ai pas tant d'intérêt pour l'instant à vendre des kits, mais bon, à suivre. Et bon courage surtout. Je vais y aller. C'est Dominique, Louis, mon Dieu. Allô, Dominique! Allô! Oui, écoute, c'est super le fun de te revoir et ça fait du bien de voir ce projet-là avoir évolué. Me revoir sur les photos, peut-être moins, mais pour l'enregistrement, en fait, je suis directrice des expositions et de l'expérience du visiteur du Musée provincial du Nouveau-Brunswick. Écoute, Louis, je t'amène au Nouveau-Brunswick. Il faut qu'il essaye ça ou ce que l'art numérique projeté, surtout, en tout cas, même l'art numérique, je trouve qu'il n'est pas assez développé. Fais-moi aller quelques contacts. Je vais aller là-dessus. Justement, j'avais des questions que tu as un peu répondu à propos des projecteurs, justement, avec le moulin à images qu'on avait, le projet. Donc, tu vas aller chez une location de projecteurs où est-ce qu'ils vont te louer ça ou genre le Nouveau-Brunswick, je vais essayer de te trouver ou tu essaies de me trouver un partenaire qui peut louer la qualité de projecteur? Tout ça est possible. Là. La première étape, c'est de choisir le mur. Comme je disais tantôt, là, moi, je calcule les dimensions du mur, je check un peu les environs, si ça se peut, où c'est qu'on installe les échafauds. Ensuite, c'est sûr qu'au Nouveau-Brunswick, il y a des compagnies de location là, de projecteurs. Fait qu'on va en soumission à une ou deux compagnies. Puis c'est sûr qu'à Québec, c'est simple, là, parce que les seuls qui ont des projecteurs de ce calibre-là, c'est Solotech. Fait que c'est assez simple. Mais au Nouveau-Brunswick, je ne connais pas le marché de l'audiovisuel là-bas, mais tu sais, c'est relativement facile. Là. Je veux dire, on trouve 2-3 compagnies, on envoie nos besoins, ils vont nous faire une soumission, on regarde si ça se peut, puis si ça se peut pas, ben, on rapetisse le mur. J'aurais justement la façade du vieux musée qui est un peu comme le musée des Beaux-Arts de Québec sur le vieux, sur les plaines d'Abraham. C'est à peu près sa sœur jumelle. Donc, ce serait intéressant. Puis, je connais des contacts à l'université justement avec l'art numérique. Là, bref, tu me remémorais ça et j'ai peut-être un petit peu plus que budget qu'une bibliothèque. Donc, peut-être que ça pourrait être facile. Pour donner une idée, la dernière soumission que j'ai faite, c'était pour une fin de semaine au Moulin des Jésuites, là, parce qu'ils ont aimé ça et ils voulaient que je revienne. Okay. Puis tu as vu à peu près la grandeur du mur, où tu te rappelles là, de la grandeur du mur du Moulin des Jésuites. Oui. Puis je n'ai pas réussi à aller en bas de 12 000 pour une fin de semaine. OK. C'est ça. Tu peux faire un petit woom. Parce que probablement qu'au Nouveau-Brunswick, les projecteurs comme ça sont plus chers. Souvent, à Québec, on est pas mal la place la moins chère au monde pour louer des projets. OK. Fait que c'est ça. Tu loues les projecteurs au Québec. Souvent, ce que je dis, là, pour faire de la projection architecturale, une fin de semaine, le graffiti numérique extérieur, c'est 15 000. OK. Si on part de ça, là, c'est un bon départ. OK, parfait.
Non, mais quitte à avoir des petits sponsors, ils ont pas vu grand-chose. Ça serait facile à Non, vendre. non, ils vont capoter. Il faut capoter, c'est ça. Sinon, j'avais demandé justement, tu sais, avec ton mur invisible, je me suis posé la question, c'est une espèce de cadre vide, dans le fond, qui J'avais délimiterait ta main. pensé, Ouais, j'avais même acheté ce qu'il fallait. Tu sais, j'avais acheté des bras qu'on mettait ici, que je pourrais mettre un truc en avant, mais je ne l'ai pas essayé encore. OK. Mais oui, j'y ai pensé. C'était dans les idées, mais en même temps, ça rajoutait de quoi à traîner, puis ça rajoutait de quoi à briser. Puis ce qu'on essayait de faire, ça peut être chercher, on va voir. Non, il est parti. Ça n'a pas trop marché. OK, ça n'a pas trop marché. Des petites instructions comme ça. Moi, je la vois à l'envers. Là. La voyez-vous OK. à l'endroit? Ça? Oui. On est encore, t'es petit un peu, c'est encore ton. Fait que Oui. c'était l'idée un peu d'essayer de montrer comment ça marche, puis d'avoir un petit rappel, mais écoute, pas marché très bien non plus. Mais c'est l'idée de l'espèce de frame en avant ici. Parce que l'autre problème avec ça, c'est qu'il ne faut jamais que ce soit à la même hauteur. Il faut tout le temps le mettre à la hauteur de l'enfant, de l'adulte, de la. Oui, tu as raison. Et la Puis je suis en train caméra, de penser que la partie supérieure peut être au niveau de tes l'idée, yeux aussi. Là. l'idée, c'était de le mettre ici et qu'il bouge peut-être avec la caméra. Mais oui, écoute, mec, j'ai un autre gros projet qui me permet de faire du développement là-dessus. On va peut-être l'essayer là, ouais. OK, OK. Tu es toujours dans un angle de ta projection parallèle à la lentille, parallèle au mur. Tu sais, comme ton Comment? rocher percé, il va falloir que tu aies une coupe de bateau sur l'eau pour avoir les Oui, projecteurs vraiment. ça pourrait être très cool. On est tous sur le bateau ici, ton projet, je sais pas ça. Ouais. Mais bon, je pense plus j'y pense, plus c'est un 25-30 millions, là, ce projet. Ouais. The sky is the limit. Ouais. Non, c'est ça, c'était à propos des projections. Puis c'est ça, vraiment, autour de c'est quoi des prix et tout. Donc, vraiment, pour les institutions, je pense qu'avec les musées, ben, c'est ça, tu en as fait quelques-uns dans la ville de Québec, mais pas nécessairement avec d'autres institutions muséales. Non, ben c'est ça. Ben, je ne fais aucune promo encore. Là. On est en train de travailler là-dessus. Parfait. Bientôt, on a un petit document, là, puis bientôt, on va envoyer ça là, dans tous les festivals, tous les musées, c'est ça, tous les festivals, puis pas mal, puis toutes les villes. On peut envoyer ça aux villes aussi. Là, partout dans le monde, on va envoyer là, 4000 emails. 4000 emails. Tu me mettras dans ton spam. Je vais avoir ça. Mais j'ai encore le petit calepin, justement, du patrimoine. Puis, je pourrais certainement présenter ça avec YouTube, j'ai des nouvelles directions au-dessus de moi. Donc, ça pourrait être fort plaisant sur le bord de la mer. Oui. Voilà. En tout cas, bravo et bonne continuation, Louis-Robert. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question. Bon, d'abord, bravo. Vraiment, ça a été une conférence super dynamique, comme le produit. Mais bon, moi, j'ai vraiment aimé et j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas, même si je travaille aussi dans le projet. Et je voulais savoir, tu parlais de kit de son. Est-ce qu'il y a des bandes sonores qui se mettent au même temps qu'on fait le graffiti? Ou est-ce qu'on embauche genre des artistes pour qu'ils jouent de la musique en direct? Comment vous organisez tout ça? En Cré-Lumière, j'avais 2 DJ là, qui étaient de l'autre bord de la fosse, au bord du mur, puis qui faisaient un DJ set. Sinon, pour l'été passé, c'était juste une playlist. Que j'avais demandé à un de mes amis de me faire une playlist. Mais tu sais, il n'y a pas de. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction sonore entre la canette et la musique. On y a déjà pensé, tu sais, est-ce que je mets un petit speaker dedans et ça fait pshhh, ou est-ce que tu sais, il y a de quoi, mais en même temps, encore là, c'est ça, c'est le développement de plus, c'est-tu, écoute, je le verrais peut-être, là, un petit speaker dans la canette, mais pour ce qui est de la musique en tant que telle, c'est ça, soit une playlist, soit un DJ. Je ne sais pas si tu avais autre chose en tête par rapport à ça, là, mais. Moi, j'ai pensé à des groupes comme Qualité Motel, des Oui, artistes ça vraiment pourrait. Oui, des québécois bandlines, ça serait qui cool. pourraient, Oui, c'est cool, des bandlines. qui pourraient venir. Effectivement. Qualité Et motel.
avec du graffiti numérique, ça marche. C'est ça. Donc, c'est à contacter. Et j'avais une autre question, parce que là, ça m'est venu en tête. Vu que c'est du graffiti numérique et que les œuvres, on ne peut pas les toucher, et maintenant, il y a toute l'histoire du métaverse, de l'NFT, Oui. que ce sont Je voulais vous les parler de œuvres ça. virtuelles J'ai et pas eu tout le temps de ça. mettre la slice. OK, ah, je ne savais pas. En fait, ces œuvres, elles pourraient être, en synergie avec les œuvres virtuelles qu'on vend sur internet. Donc peut-être que les artistes pourraient créer les œuvres qu'après elles seront sur le monde virtuel et que les gens pourraient acheter. Je ne sais pas, c'est une idée que je viens d'avoir. Oui, Je ne sais pas si c'est déjà développé ou… on pourrait faire des print screens de graffiti numérique en NFT. Qui sait? C'est ça. Mais sinon, c'est ça quand quand je vous disais plus tôt, en parlant plus d'interférences largement, que pendant la pandémie, on a commencé à développer l'aspect réalité virtuelle. Ben, je suis en train de développer un lieu virtuel qui s'appelle Ellipse. Donc, c'est un lieu en réalité virtuelle qu'on se promène dedans avec un casque ou comme un jeu vidéo là, sur notre ordinateur. Puis éventuellement, dans ce lieu virtuel-là, j'aimerais ça mettre un dispositif de graffiti numérique virtuel. Il y a déjà un jeu de graffiti là, qui marche super bien là, en VR. Puis moi, j'aimerais ça en faire un qui permet de dessiner sur les murs d'Ellipse carrément. Fait que là, c'est comme une espèce d'extension dans le métavers de ce projet-là là, que j'aimerais développer. Mais sinon, juste l'aspect exposition ou ce qui se pourrait aussi, c'est que des gens, un peu comme je parlais avec la SAT tantôt, qu'on peut avoir deux lieux en même temps, ben, un de ces lieux-là pourrait être dans le métavers. Fait que là, il pourrait y avoir des gens à la maison qui font du graffiti numérique dans Ellipse, qui se répercutent sur le Grand Théâtre, qui se répercutent sur le Rocher Percé en même temps, mettons. OK. Oui, c'est ça, parce que là, ça m'a fait repenser à une autre chose. Il y avait eu une campagne de Coca-Cola, c'est pas du spam, mais Coca-Cola avait sorti genre un produit que c'était un verre de Coca-Cola et il y avait plusieurs personnes qui pouvaient être connectées. Et quand par exemple tu versais du Coca-Cola, ton ami qui avait le même verre en Australie ou dans d'autres parties du monde, ça, le verre, genre, il vibrait, il y avait une vibration et c'était comme pour dire tu es connecté. Donc peut-être avec graffiti numérique, tu pourrais connecter genre Ouais. des artistes de tout le monde et on Oui, pourrait voir le même résultat dans un plein écran à Québec ou là où ça se serait. oui, C'est c'est le excellent. genre de truc que je voudrais développer avec ça, oui. OK. Oui, parce que c'était super cool cette idée. J'ai Oui, bien ben, aimé c'est l'idée de Coca-Cola. l'utilisation du métavers et des réseaux numériques pour justement interconnecter. On commence, ça fait à peine 5-10 ans là, qu'on a les bandes passantes assez fortes pour faire ça. Puis c'est vraiment, vraiment pas partout. Là. Fait que c'est le bon temps pour développer des projets de même. Oui. Mais pour bondir sur la trame sonore, tu pourrais avoir une personne qui lit une histoire comme une pièce de théâtre et tu vas avoir le graphiste qui est en train de le faire live, ta création, et là, le bouton efface pourrait être utilisé parce que l'acte est fini et on recommence. Un peu comme Évangile en papier. Moi, il y avait aussi, quand on était petit, le monsieur qui peinturait sur la vitre. En tout cas, moi, je suis assez vieille pour ça, mais je me souviens plus de son nom, mais ça m'avait bien impressionné qu'on pouvait peinturer sur la vitre. Donc, c'est comme s'il peinturait, dans le fond, dans l'espace complètement. Donc, peut-être théâtre numérique à ciel ouvert, live d'art, pour être accessible aussi. Oui, il y avait la réflexion aussi que ça puisse être autre chose qu'une canette, notamment le marqueur. Je sais que Nathalie a amené les grapheurs, ils aiment ça, les gros marqueurs. Là, qui sont assez gros pour mettre de l'électronique dedans. Ce serait exactement le même dispositif, c'est juste que tu peux avoir un marqueur au lieu de la canette si tu veux. Aussi, le système de dessin peut être plugué à peu près n'importe quoi. C'est un protocole, pour contrôler le dessin, c'est un protocole qui s'appelle Open Sound Control, qui est un protocole qui est utilisé par tous les logiciels artistiques du monde, que ce soit son, vidéo ou programmation. Fait que ça pourrait facilement être utilisé, mettons, on met des senseurs sur un danseur,
puis on associe ces mouvements à des traits de graffiti sur le mur, ça serait super facile à faire aussi avec le système que j'ai là. Tout est quand même modulaire, là, indépendant pour développer autre chose. Le potentiel est là. C'est sûr qu'au début, c'était graffiti, donc il fallait que ça se fasse un peu à la va-vite et un peu street feeling, là, mais si on pousse cette idée de projection, de création Oui, c'est ça. graphique. Oui, ben oui. Ça peut être plus muséal, mettons. Ou théâtral. Moi, j'avais une autre question. Vu qu'on peut utiliser que le spray, est-ce qu'on peut faire du stencil, c'est-à-dire que quelqu'un met devant la caméra comme une... Genre, je sais pas, est-ce que c'est possible de le faire? Cette question-là revient vraiment souvent. Ça serait possible, mais c'est sûr que ça serait à réfléchir comment c'est possible parce que la façon dont le dispositif est fait, il n'y a aucune façon que la caméra détecte le truc. Ce qui aurait peut-être une façon, ça serait qu'on a les stencils, puis que, tu sais, il y aurait peut-être un petit code QR ou quoi que la caméra peut détecter, puis que c'est ça qui fait que tu as ton pochoir, là. Mais ça pourrait pas être n'importe quoi. Il faudrait que ce soit nous ou une direction artistique qui décide de c'est quoi les pochoirs accessibles. Puis ça pourrait être un truc du genre, mais encore là, est-ce que la caméra est capable de traquer la lumière en même temps qu'elle détecte le stencil? C'est de la R&D à faire. Est-ce que c'est pas plutôt sur la console qu'on met un autre bouton pour choisir des stencils, puis là, ils apparaissent? Est-ce que, tu sais, il y a une réflexion à faire là-dessus, là, sur comment ça se fait, mais je te dirais que ça se fait pas facilement. Ok. Ce qui se fait facilement, par exemple, que je n'ai pas parlé, c'est que moi, pour l'aspect technique, c'est que j'ai mon logiciel de dessin. Puis le logiciel de dessin, lui, il est connecté à un logiciel de mapping vidéo. Puis dans ce logiciel de mapping vidéo-là, c'est vraiment facile mettre, soit faire un print screen, le garder pour plus tard, mettre une image de fond si on veut que les gens dessinent. Un peu comme Encre Lumière, les gens dessinaient sur le Grand Théâtre, mais ils dessinaient sur des dessins d'édifices architecturaux projetés sur le Grand Théâtre. Parce qu'on n'avait pas les moyens de faire chaque édifice dans la ville, fait qu'on a comme fait une mise en abîme architecturale. Puis c'est grâce, c'est ça, c'est à cause de la façon dont je fonctionne. C'était super facile de mettre un dessin en dessous. On pourrait dessiner sur une vidéo, on pourrait dessiner sur une caméra live, on pourrait dessiner, il pourrait avoir un VJ qui fait une création live, puis un graffeur qui dessine par-dessus. Bref, les possibilités là, sont assez illimitées là, par rapport à ça. D'accord. Et au niveau du support, ben, on a dit on peut dessiner sur tous les murs. Et là, j'ai une question. Est-ce qu'on peut dessiner sur le sol? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire du land art? Parce que si on se met sur Encore en là, c'est ça. hauteur, Faut toujours avoir en tête comment ça fonctionne. Fait que si tu veux faire du land art, ben, il faudrait que tu sois, c'est quoi, tu es dans un hélicoptère, sur un harnais, puis tu as la caméra qui est en dessous de toi, puis tu dessines comme ça, genre? non, je ne sais pas si en utilisant un miroir, on peut. Genre, Oui, avec un miroir, oui. ok. Oui, c'est vrai. On pourrait projeter au sol. On se met un miroir, un immense miroir le plus grand possible à côté du projecteur. Puis là, bon, on peut dessiner dans le miroir au sol. Là, oui, il y a tout le temps des moyens de réfléchir à ce que ça se passe. Puis, normalement, mettons qu'on veut faire ça sur une patinoire de hockey. Oui, c'est ça. Ben, écoute, mettons, je prends l'exemple d'une patinoire. Si tu es dans un gradin et tu as ta caméra, tu le vois, ton curseur là, au sol. Là. Si tu es assez haut, ça peut marcher. Ou l'idée du miroir, parce que le miroir, il faudrait qu'il soit grand, maudit. D'accord. Ben, écoute, il est 20h30. Oui, je ne sais pas s'il y a plus de questions. Sinon,
Je remercie à tous les participants qui ont été là pendant cette conférence. Et merci énormément aussi à Robert Bouchard. Ça a été vraiment une conférence super, avec beaucoup d'enthousiasme. On voit vraiment que tu es une personne très créative et très innovante, que tu as fait plein de projets nouveaux. J'espère que vous avez bien aimé la conférence. Je vous invite à venir aux prochaines conférences. Chaque mois, on va organiser des conférences super diverses avec plein de personnalités différentes. Là, les prochaines, elles sont sur l'art et sur la bande dessinée, comme on a dit. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et vous aurez toutes les informations là. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, on va finaliser la conférence là. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bye. Bye bye, à Merci. bientôt. Bye.